je m'appelle Aline Perret. Je suis un ancien cadre supérieur de santé. J'ai toujours fait ma carrière à l'assistance publique. J'ai travaillé particulièrement en pédiatrie, réanimation néonatale. J'ai ensuite j'ai passé un concours d'entrée à l'école de cadre. Je suis devenue enseignante en institut de formation en soins infirmiers, où j'ai été enseignante pendant 11 ans. Ensuite, j'ai souhaité reprendre une activité auprès des enfants dans un service. Donc, j'ai pris un poste d'encadrement. Et puis, là aussi, c'est une période de 11 ans. Je tombais un petit peu dans la routine. Je me suis dit, c'est le moment de partir vers autre chose. Et j'ai passé le concours de cadre supérieur de santé et j'ai été nommée responsable de formation continue de l'établissement de l'assistance publique à Colombes, plus exactement. Et puis le directeur m'a demandé également de m'occuper du recrutement et de la mobilité du personnel et du développement des compétences qui étaient tout à fait dans le créneau dont j'avais la charge. Alors comment j'ai fait le choix d'être infirmière? Tout simplement, ma maman, je suis originaire d'un petit village de province, et ma maman qui ne travaillait pas aidait le médecin localement et faisait les injections, enfin aidait à l'époque le médecin euh, auprès de la population de mon petit village. Et puis je me suis dit, ben voilà, moi aussi, c'est ce que je veux faire. J'ai eu la chance, je pense, de rencontrer un interne de l'assistance publique Hôpitaux de Paris qui faisait le remplacement de notre médecin traitant, un frère qui a fait une méningite. Et moi, cet homme-là, je l'ai rencontré et je lui ai dit, voilà, je voudrais être infirmière, mais l'école d'infirmière de Poitiers, c'est trop cher pour mes parents. Donc voilà, et il m'a donné l'adresse de l'assistance publique à Paris. Donc j'ai écrit à l'assistance publique à Paris et je suis allée passer mon concours sans que mon père le sache, puisque Paris, c'était à l'époque plutôt une ville de perdition pour une jeune fille. J'avais 17 ans. Voilà, donc j'ai été reçue au concours et j'ai fait mes études à l'assistance publique de Paris, à l'hôpital Cochin, et puis ensuite donc le cursus que je vous ai déjà dit précédemment. Voilà. Et puis comme ce métier est un métier passionnant, enfin que je trouve passionnant, j'ai décidé de continuer ensuite de le pratiquer au moment de ma retraite. Voilà, et partir faire des missions humanitaires, qui était un projet que j'avais depuis l'obtention de mon diplôme d'État. Et puis la vie a fait que voilà, des priorités différentes sont arrivées. Mais effectivement, quand j'ai pris ma retraite, le moment de la retraite, j'ai aidé un directeur d'établissement hospitalier qui était président d'une autre association, d'une autre ONG. J'ai fait le recrutement des expatriés pendant 1 an, donc ce qui m'a permis, malgré tout, de me rendre compte ce que c'était que de vivre comme expatrié, malgré tout. Ce n'est pas quelque chose de très facile. Et puis, comme cette ONG envoyait pour des missions de 6 mois comme Médecins sans frontières, et que pour moi, c'était un peu compliqué puisque j'ai un conjoint et des enfants, je me suis tournée vers la chaîne de l'Espoir parce qu'un jour, j'ai vu une émission sur l'hôpital français de la mère et de l'enfant à Kaboul. Et je me suis dit, ben voilà, hôpital pédiatrique, ils ont besoin d'infirmières pour 1 mois ou 2. Ok, je vais présenter ma candidature. J'ai présenté ma candidature. Je vais vous dire rapidement, la chaîne de l'Espoir, c'est une association humanitaire qui développe des activités dans des hôpitaux qui existent déjà ou qui en construisent, qui est plutôt spécialisée dans la chirurgie cardiaque, puisque le professeur Alain Deloche, qui est à l'origine de la création de la chaîne de l'Espoir, est un chirurgien cardiaque reconnu. Et donc c'était plutôt sur ce volet-là. La pédiatrie à l'hôpital de Kaboul, c'était de la chirurgie générale, mais aussi de la chirurgie cardiaque. Et donc, vraiment, j'ai été attirée par ce projet, d'autant que l'idée de la chaîne de l'Espoir, c'est la formation
localement et l'accompagnement vers l'autonomie. Voilà, donc ce projet-là me semblait, ces projets-là me semblaient très intéressants et donc j'ai postulé. Et quand les personnes qui s'occupent du recrutement ont vu mon CV, elles m'ont dit, eh bien, ok, mais ce qui serait bien, c'est de partir 1 an à Kaboul. Donc je ne voulais pas des 6 mois et on m'a proposé 1 an parce que voilà, ils avaient besoin d'encadrement. On était donc en 2007. Les infirmiers avaient été formés par des infirmières françaises sur les soins techniques, le matériel, etc. Mais restait à développer le professionnalisme, les responsabilités. Les Afghans ont des vies difficiles et ne pas venir le matin, pour eux, ça ne pose pas de problème. Sauf que dans un établissement hospitalier, si vous n'avez pas votre équipe au complet, ça pose des problèmes. Donc c'était plutôt sur cet aspect-là et sur de l'organisation, donc on me proposait ce poste. Alors je me suis dit, ben voilà, je ne voulais pas partir 6 mois, mais voilà, parti pour 1 an. Donc mon mari a bénéficié d'un départ à la retraite anticipé d'1 an. Et j'ai mis dans la balance, ok, je pars pour 1 an, mais avec mon mari. Et donc voilà, on est partis tous les deux. Mon mari n'est pas du tout dans le milieu de la santé, il était technicien chez PSA, mais il y a trouvé son compte. Lui qui me reprochait sans arrêt de faire passer l'hôpital avant la famille, a été pris au jeu et son année à Kaboul, c'est quelque chose dont il se souvient encore. Mon métier d'infirmière à l'assistance publique, j'ai eu la chance de travailler à une époque où des spécialités nouvelles arrivaient et où vraiment les directions nous accompagnaient dans les changements de pratiques, dans l'acquisition de matériel pour mieux travailler. Et j'ai vraiment connu, en tant qu'infirmière, vraiment une période où le patient était au centre des préoccupations de l'équipe tout entière, y compris des administratifs et de la direction. Ça a été vraiment quelque chose pour moi de vraiment très important. Ensuite, en tant qu'enseignante, on a commencé à aborder des systèmes un peu plus théoriques, mais toujours centrés sur le patient, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, comment je peux travailler pour... Ça a toujours été au cœur de mon métier. Alors après ces 11 ans infirmière, 11 ans enseignante, j'ai donc pris un poste d'encadrement dans un service de pédiatrie. Et là, les choses ont commencé un petit peu à changer. On a demandé à ce que les équipes fassent l'alternance matin, après-midi, nuit. Ce qui a posé beaucoup de problèmes aux personnes ayant des enfants et avec des modes de garde, qui le matin, qui l'après-midi. Donc ça a été quelque chose d'un peu compliqué à mettre en place. On a perdu beaucoup d'infirmières à ce moment-là parce que les conditions de la compatibilité entre la vie personnelle et la vie professionnelle devenaient de plus en plus compliquées. On a commencé à avoir beaucoup plus de demandes sur rentabilité et le patient au cœur du système s'est un tout petit peu éloigné de tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est quand même extrêmement compliqué à vivre. La mise en place des 35 heures dans les hôpitaux a été quelque chose qui a cassé les équipes dans un système de 8 heures de travail sur une équipe. Si vous avez 1, 2 ou 3 personnes qui sont un peu moins actives, un peu moins professionnelles, le reste de l'équipe
palliait à cette problématique-là. Donc globalement, tout se passait bien. Et puis, la mise en place 35 heures, départ à 14h30, sans récupération possible si on fait un peu plus de temps de travail. Et là, du coup, dans les équipes, ça a cassé les équipes et on a vu émerger les problématiques qui étaient prises en charge par le groupe. On a vu émerger des problématiques personnelles et des gens qui se sont mis en arrêt de travail pour de longues périodes. Voilà, ça a un petit peu cassé cet esprit d'équipe qui faisait notre force. Dans le rapport avec les patients, il reste toujours un peu de stress. Tout dépend des problématiques que présente le patient. Il y a des situations qui sont plus faciles à gérer que d'autres. Le stress, la notion de responsabilité est très importante. Moi, je l'ai vécu de cette manière-là. C'est-à-dire que quand j'avais un patient compliqué, en particulier un enfant, puisque j'ai fait beaucoup de pédiatrie, voilà, je me suis toujours, j'ai toujours fait très attention à ce que je faisais par rapport à la préparation d'un médicament, d'une thérapeutique compliquée, puisque les posologistes et les enfants sont quand même beaucoup plus petites. Le danger de faire un surdosage est beaucoup plus présent. Et donc, oui, effectivement, il y a un stress. En particulier quand il s'agissait de réanimation pédiatrique et néonatale. Et ça, d'autant plus que on a à la fois le soin à l'enfant, mais on a aussi les parents. On n'est pas, voilà, je veux dire que travailler en pédiatrie, c'est à la fois, c'est un triangle enfant, parents et soignants. On ne peut pas faire abstraction des parents, et donc c'est vrai que ça augmente le stress et le sens des responsabilités est quand même particulièrement développé à ce moment-là. Il y a des mouvements de découragement quand on sait qu'un enfant est perdu. Oui, il y a des moments de découragement. Mais c'est pas quelque chose qui reste dans ma mémoire. Ça, c'est vraiment moi les soins infirmiers, c'est un fil conducteur et vraiment c'est une passion et même si le décès d'un enfant reste difficile à gérer, je dirais qu'on repart sur un autre enfant à soigner, un autre enfant à sauver. Et donc ça, c'est quand même très, très motivant. Et puis, j'ai quand même une capacité à prendre du recul par rapport à ce que je faisais, à me dire, cette situation qui vient d'arriver, est-ce que tu en es responsable? Est-ce que tu aurais pu faire mieux ou différemment? Et à partir du moment où vous dites, non, honnêtement, j'ai fait ce que je devais faire, voilà, ça nous permet de prendre du recul et d'avoir une réflexion quand même plus sereine. Je suis passionnée par mon métier, passionnée par la formation au personnel de soins. C'est vraiment un moteur pour moi. Mais, très honnêtement, je pense qu'aussi le vide que représente la cessation d'une activité m'a aussi fait peur, je pense. Et malgré tout, j'essaie de respecter une vie personnelle et une vie professionnelle équilibrée. J'ai maintenant 4 petits-enfants et c'est quand même une priorité pour moi. Voilà, je pars en mission, maintenant sur des missions plus courtes, sur des périodes où les parents peuvent garder les enfants. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'équilibrer le plus possible. Alors, l'humanitaire, c'est vraiment très particulier. J'ai trouvé à Kaboul le même type de matériel que j'ai connu à l'assistance publique de Paris. Tout simplement parce que la chaîne de l'espoir a voulu en faire un hôpital de référence et donc a donné tous les moyens pour que les équipes travaillant dans cet hôpital aient le matériel le plus récent possible. Là, j'y étais du 1er au 14 novembre pour ouvrir le service de néonatologie, de réanimation néonatale et la maternité. Et honnêtement, le matériel que j'ai vu pour la prise en charge de ces enfants de néonatologie
est identique à celui qu'on trouve dans nos maternités à l'heure actuelle. Par contre, et donc l'hôpital est certifié ISO 9001. Donc on met tous les moyens pour que cette certification soit déclinée à tous les niveaux, y compris, maintenant je me suis un peu spécialisée dans l'hygiène et l'asepsie, au niveau sur cet aspect-là des choses. Mais je vais également au Cambodge. Je suis allée au Cambodge pour ouvrir un service de neurochirurgie. Donc une spécialité pointue, où les risques infectieux sont vraiment importants. Et là, j'ai trouvé un service de réanimation avec, là aussi, du matériel très récent, mais des balais en paille pour faire le nettoyage en réanimation. Donc voilà, complètement, des choses complètement paradoxales. Et quand j'ai posé la question au directeur de soins de l'hôpital Calmette au Cambodge, elle m'a dit, mais non, nous on a toujours fait le nettoyage comme ça. Et en discutant avec elle, il y a eu toute la période des Khmers rouges. Et donc, du coup, toutes les recherches par rapport à l'hygiène, l'asepsie, l'hygiène des locaux n'ont pas été... il n'y a pas eu de recherche par rapport à ça. Donc, il a fallu intervenir, laisser les balais en paille pour balayer les espaces extérieurs, mais sûrement pas un service de réanimation. Donc voilà, vous voyez, on trouve tout. Je suis allée sur un bateau hôpital au Bangladesh, donc avec deux secteurs, deux blocs opératoires. Et là, je me suis dit, voyons, comment faire moins mal. Donc vous voyez, on passe d'un secteur où finalement on est quasiment aux normes européennes pour le matériel et les soins, à un secteur, un bateau sur le Brahmapoutre, humidité, chaleur, avec des blocs opératoires avec des placards en bois qui pourrissent. Voilà, et donc à chaque fois, ça demande une capacité d'adaptation importante. Il n'est pas question que je mette en place sur ce bateau les techniques de bio-nettoyage que j'ai mises en place à Kaboul, par exemple, ou au Cambodge. Parce que c'est à 8 heures de route de Dakar, on ne trouve pas le matériel que je souhaiterais. Donc, je suis obligée de travailler avec les équipes sur comment faire moins mal. Voilà, et vraiment, c'est très particulier. On change d'un secteur à un autre. Là, je pars à Dakar pour l'ouverture du centre de chirurgie cardiaque pédiatrique. Et là, on va aussi travailler avec des normes européennes, parce que le matériel est du matériel très récent. Voilà. Et donc, le bio-nettoyage, je vais le mettre en place comme on le mettrait en place à Paris. Voyez, donc ça demande vraiment une capacité d'adaptation et ça demande aussi beaucoup de recherche personnelle, parce que j'ai quitté les hôpitaux maintenant depuis 2006. Tout ce qui est en rapport avec le bio-nettoyage, les soins de réanimation néonatale, tout ça, ça a beaucoup évolué. Et donc, ça me demande de faire des recherches bibliographiques, de me déplacer sur des secteurs que je connais, dans lesquels je connais encore des personnes qui peuvent m'accueillir pour venir en stage. Vous voyez, ça demande une remise en question permanente. Et le jour où je ne serai plus capable, où je n'aurai plus envie de me remettre en question et de me tenir au courant et informer de tout ce qui se passe, de toutes les nouveautés, je crois qu'il faudra que je dise au revoir aux missions humanitaires parce que je ne serai plus une plus-value pour les secteurs où je vais faire des missions. Le métier d'infirmière à Kaboul, oui, c'est le même que celui que j'ai pratiqué en France. Oui, les soins qu'on donne à ces enfants-là sont identiques à ceux que l'on donne en France. L'accompagnement des équipes de soins est le même. On les amène à réfléchir, on les amène à analyser les situations pour que vraiment les soins qui sont prodigués soient des soins de qualité et adaptés à l'enfant. Oui, c'est vraiment pour moi la même chose. Dans un contexte différent, et en particulier effectivement dans un contexte de non-sécurité, on va dire, puisque Kaboul, on le sait, est quand même soumis à des attentats régulièrement.
Moi, je n'ai pas peur. L'année où j'ai vécu à Kaboul, enfin les 13 mois que j'ai passé d'affilée à Kaboul, on avait la possibilité de sortir de manière raisonnable, mais en ville. On arrivait. Maintenant, c'est terminé. Euh, le seul espace de liberté, on va dire, c'est le trajet aéroport-hôpital et hôpital-aéroport lorsqu'on repart. C'est tout. Ça se limite à ça. Et moi, je le vis très bien. Moi, j'ai maintenant un certain âge, je suis capable de me déconnecter, de lire, voilà, quoi, je veux dire, j'ai des ressources personnelles qui font que ça ne me pèse pas du tout et je ne pense pas au danger. Mais on peut comprendre que certaines personnes qui partent comme ça sur Kaboul ou au Kurdistan, nous avons des missions au Kurdistan aussi autour de Mossoul, on peut comprendre que certaines personnes soient effrayés par le secteur d'activité où on leur demande d'aller. Donc, de toute façon, on n'impose jamais ni Kaboul ni le Kurdistan. C'est d'abord prévenez votre famille, assurez-vous que votre famille est d'accord. Et puis après, vous partez. Moi, je sais que mon mari ne demande qu'une chose, c'est revenir aussi à Kaboul. Et il me laisse partir facilement parce qu'il sait que, malgré tout, au sein de la maison dans laquelle nous vivons est au sein de l'hôpital et que voilà. Alors effectivement, il y a un peu plus de barbelés autour de l'hôpital, il y a un peu plus de contrôle. Voilà. Mais bon, moi je l'accepte volontiers et vraiment, honnêtement, je n'ai pas peur. Quelle est ma vision de l'Afghanistan? Ben, elle repose essentiellement sur les contacts que j'ai avec les infirmiers. Les infirmiers que je connais maintenant depuis 9 ans. Certes, certains sont partis, mais un certain nombre est resté. Et comme j'ai toujours eu de très bons contacts avec eux, quand j'arrive, vraiment, c'est pourquoi tu reviens pas plus souvent, pourquoi tu restes pas plus longtemps. Et donc, avec ces personnes-là, on arrive à parler de l'Afghanistan, du devenir de l'Afghanistan. Mais depuis donc j'y suis allée donc de 2007 à 2008, j'y suis retournée en 2009, en 2010, en 2011, et puis en 2015, quand j'y suis repartie, quelques infirmiers m'ont demandé s'il était facile de venir en France, de partir, et pas seulement des jeunes gens, mais des infirmiers d'une cinquantaine d'années, avec femmes et enfants. Et c'était la première fois que je les entendais demander est-ce qu'on peut aller en France? Est-ce que tu penses que ce sera facile? Voilà. Alors, d'ailleurs, il y a un infirmier qui est parti l'an dernier, menacé par les talibans. La personne qui m'a posé la question l'an dernier, elle est maintenant en Inde avec sa famille. Donc, on sent qu'il y a une pression des talibans, en particulier sur le personnel qui travaille avec les ONG, qu'elles soient françaises ou d'autres nationalités. On sent qu'ils sont menacés, qu'ils sont harcelés. Et donc, oui, on sent là, par l'intermédiaire de ces échanges avec eux, que c'est quand même compliqué pour eux de vivre. Alors, il y en a d'autres qui me disent, non, moi, je veux rester dans mon pays, j'aime mon pays, et ce que je fais est important. Mais très honnêtement, on sent bien qu'il y a une pression, il y a une pression des talibans et Daesh maintenant est aussi au sein de Kaboul. Donc c'est compliqué pour eux, c'est très compliqué. Effectivement, les choses sont différentes lorsqu'on part sur une mission humanitaire en comparaison avec un voyage. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Mais j'ai voyagé beaucoup en Asie, le Cambodge, le Laos, l'Indonésie, la Chine, la Birmanie. Enfin, vraiment, j'ai vraiment beaucoup voyagé. Ça n'a strictement rien à voir avec euh, ces voyages. Pourtant, on avait des voyages ciblés. Je suis allée au Spiti, je suis allée au Mustang. J'ai fait un trek au Mustang où on rencontre quand même la population. Mais c'est pas du tout la même chose. Là, d'abord, on vit 8 heures avec les équipes de soins et avec les patients, puisque ce sont des journées de 8 heures, parfois plus.
Sur le bateau, mais on est à la fois aussi avec les patients et avec les équipes, et ça n'a strictement rien à voir. On partage des choses sur leur vie quotidienne qu'on peut difficilement partager lorsqu'on fait un voyage d'agrément. Et vraiment, au Bangladesh, la vie est extrêmement rude, extrêmement difficile. Et partager, tout est difficile là-bas, se procurer à manger, protéger sa maison contre les inondations. Voilà, on vit au cœur de leurs problématiques. Et vraiment, c'est très enrichissant. Et quand on revient, ouf, on a vraiment beaucoup de chance ici. Pour moi, la transmission, c'est vraiment aider la personne qui est en face de moi, ou les personnes qui sont en face de moi, à prendre leur destin en main. C'est-à-dire que transmettre les notions d'hygiène, d'asepsie, la prévention par la vaccination, par tous ces aspects-là autour de la santé, ça va leur permettre d'acquérir de développer des compétences et des connaissances qui vont tirer vers le haut la population. Ça va être très long, ça va être très long. Mais je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivée au Bangladesh, donc sur le bateau hôpital, l'idée c'était de travailler à la rénovation de ce bateau et donc à réfléchir aux matériaux à utiliser pour le bloc opératoire, etc., dans la limite des possibilités à la fois financières de l'association et puis les matériaux disponibles. Et là, j'ai trouvé un document dans un petit sachet plastique, vous voyez, écrit en français, avec des recommandations pour le nettoyage des instruments avec un produit typiquement français et avec la petite dosette qui allait bien avec. Voilà, affiché dans le service de stérilisation. Je trouve que ça va à l'opposé de ce qu'on est censé faire pour les aider à développer de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Là, voilà, quelqu'un s'est fait plaisir en disant, voilà, j'écris en français ce que vous devez faire. Et j'ai demandé à l'équipe, j'ai dit, mais vous faites quoi de ça? Parce qu'en plus, la langue parlée, c'est l'anglais. Eh bien, ils m'ont dit rien du tout. J'ai dit, très bien, donc je l'enlève. Parce que ça n'a pas de sens de faire des choses pareilles. Vraiment, la transmission, c'est je t'apprends là dans ton secteur qui est plus ou moins riche, plus ou moins évolué, comme Kaboul ou le Bangladesh. Toi, ici, avec ce que tu as, comment je t'apprends à laver tes mains avant de rentrer au bloc, comment je t'aide à sortir du bloc en quittant ta tenue pour pas te promener en tenue de bloc à l'extérieur. Voilà, ce sont des toutes petites choses, mais qui vont devenir grandes au bout du compte.